Comment a commencé mon parcours? Je ne trouvais pas forcément ma voie. Ça peut peut-être rassurer les gens qui n'arrivent pas à trouver la leur. Puis un jour, ma mère m'a dit, tiens, mon kiné, il a l'air de bien s'éclater dans sa vie, pourquoi tu ne ferais pas ça? Je lui ai dit, tiens, pourquoi pas, je ne sais pas que faire. Donc j'ai préparé le concours en candidat libre et puis j'ai eu la chance de le réussir. Le problème, c'est que le métier, qui pourtant est un super métier, ne me plaisait pas forcément parce que je recevais des gens, mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait telle douleur, etc. Donc, comme il s'est fait de plus en plus, les kinés se sont formés à l'ostéopathie, je me suis formé à l'ostéopathie, qui me donnait une compréhension un peu plus grande déjà de ce qui se passait dans le corps. Mais je sentais bien qu'il y avait une imprégnation de tout ce qui était émotionnel, psychique, dans les douleurs des gens, parce qu'ils me parlaient de leurs problèmes, quand est-ce que ça avait commencé, en même temps qu'un problème de famille ou un problème avec les enfants, etc. Donc là, j'ai trouvé que la kinésiologie était intéressante pour expliquer le lien entre le psychisme et le physique. Comment, à partir d'un choc émotionnel ou d'une contrariété, on pouvait effectivement débuter une crise de sciatique, un lumbago, un torticolis. Donc là, j'ai trouvé pas mal de réponses. Et puis ma curiosité aidant, je me suis formé de plus en plus à des thérapies, comme l'hypnose, la bioénergie, la naturopathie. Je me suis aperçu que c'était important pour moi de ne pas cloisonner chaque technique, parce que chaque technique amène des choses intéressantes. Et ce qui me plaît dans ce concept de thérapie holographique ou alors holistique, c'est vraiment la notion de je vais prendre un peu de là, je vais prendre un peu de là, je vais prendre un peu de là, et je vais faire ma technique à moi, en fait. Et je trouve que c'est important qu'un praticien puisse savoir ce qui se fait ailleurs, parce qu'effectivement, je reçois des personnes pour lesquelles je ne peux pas grand-chose, mais je sais que telle technique peut peut-être plus. Donc ça va m'aider à orienter cette personne vers telle ou telle pratique que moi je n'ai pas forcément dans ma trousse à outils, mais qu'un autre praticien peut avoir. C'est pour ça que j'ai eu à cœur d'aller explorer pas mal de thérapies pour essayer d'avoir une lecture, je dirais, multidimensionnelle. C'est-à-dire, je peux agir sur le physique comme je peux agir sur l'émotionnel, sur le psychisme, sur le spirituel. Et on peut savoir aussi précisément où commence la problématique de la personne. La personne, elle peut avoir un problème physique, mais qui soit d'origine émotionnelle. Si je m'adresse seulement au physique, je ne vais pas m'adresser à la cause de sa problématique. J'ai découvert justement qu'il y avait des tas d'autres médecines qui, depuis des millénaires, ont une vision différente que la vision matérialiste. La vision matérialiste, c'est qu'il y a le corps physique, c'est tout ce qui existe, on soigne le corps physique et le reste, on n'entend pas parler. J'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique. Cette médecine holistique, c'est de comprendre que l'être humain n'est pas qu'un corps physique, il est un tout beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper de son corps physique, certes, mais ne pas croire que c'est la totalité du problème. Parce que même si vous mangez très sainement, vous faites des jeûnes, des graines germées, des massages et du sport, si vous ne vous occupez pas du corps émotionnel, vous pouvez être malade, non pas pour des raisons physiques, mais pour des raisons d'émotions qui ne circulent pas. Je reçois beaucoup de personnes pour des problèmes physiques, qui ont des problèmes effectivement que rencontre tout ostéopathe, des problèmes de lumbago, de douleur, comme je disais, torticolis, etc., etc., ou même des maladies plus sérieuses, bien entendu, qui peuvent aller des maladies de peau jusqu'à des maladies organiques. Je regarde toujours l'aspect émotionnel. Il y a toujours, enfin je dirais, il y a presque toujours une composante émotionnelle qui se cache derrière. Et effectivement, dans de nombreux cas, le fait d'avoir débloqué cette émotion-là a soit permis de soulager déjà au niveau physique, soit permis d'enlever le symptôme au niveau physique. Puisque le symptôme, pour moi, est qu'une conséquence de ce qu'on appelle en kinésiologie, c'est un terme kinésiologique qu'on appelle le refoulement émotionnel. C'est-à-dire une condition extérieure vient à vous difficile, vous ressentez une émotion par rapport à cette chose-là, et si cette émotion n'est pas exprimée ou si elle est gardée à l'intérieur, le cerveau ne trouvant pas forcément la solution pour gérer ce conflit-là, il va le transposer au niveau du physique. C'est pour ça qu'on appelle ça un refoulement émotionnel. Et en kinésiologie ou même dans d'autres thérapies, on sait que chaque symptôme douloureux est l'expression d'un refoulement émotionnel. C'est très rare quand on dit à une personne à tel moment vous avez eu tel problème au niveau de la famille, au niveau professionnel, puisqu'on a la capacité de le voir par une lecture du corps, à travers différents tests kinésiologiques ou autres. C'est très rare que la personne nous dise non, vous vous trompez. La plupart du temps, elle va vous dire oui, effectivement. Donc en fait, il ne va pas y avoir une focalisation sur ce qui a commencé le problème, parce que la personne, la plupart du temps, le sait. Elle a eu un choc émotionnel parce qu'elle a eu très peur pour son fils, qui a eu un accident, par exemple. On ne va pas en parler pendant des lustres. Ce qui est important, c'est de la reconnecter à son potentiel pour qu'elle puisse débloquer tout ce qui a été bloqué à l'instant T.
Au moment de ce choc-là, quand il y a eu cette très forte peur, par exemple, cette personne, elle a bloqué telle énergie, l'énergie du rein, par exemple, l'énergie de l'estomac. Et tout ce blocage énergétique va engendrer, lui, à son tour, des problèmes physiques. Ce qui est important, c'est de refaire circuler l'énergie pour que la personne, elle puisse effectivement se reconnecter à son mode de fonctionnement optimal. Il est évident qu'il ne faut pas perdre de vue un principe qui est un principe universel, et on le retrouve en physique quantique d'ailleurs, c'est tout ce sur quoi je porte mon attention, je lui amène de l'énergie. Et si je lui amène de l'énergie, je lui permets d'exister. Donc il est évident que plus je vais porter attention à un problème, effectivement, plus je vais lui permettre d'exister dans ma vie. Et je reçois souvent des personnes qui ont fait plusieurs années de psychanalyse, etc. Donc ce sont des personnes qui ont avancé, elles ont compris beaucoup de choses de leur fonctionnement. Et je dirais que de façon globale, elles vont mieux, donc c'est pas que ça sert à rien, mais la problématique n'est pas résolue. Et petit à petit, la psychologie est en train de muter, effectivement, et les psychologues se sont aperçus que c'était plus nécessaire de focaliser sur le problème et est arrivée la psychologie positive. C'est-à-dire, comment je peux accéder à mon potentiel de façon à ce que je puisse dépasser mon problème. C'est ça surtout. Et c'est ça plus, quand je dis il ne faut plus chercher à fuir le point A mais à atteindre le point B, c'est pas je veux plus être en mauvaise santé, je veux plus être malade, c'est je veux être en bonne santé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être en bonne santé? Donc il y a cette notion de lutte contre le problème qui va automatiquement s'en aller, s'écrouler. Et c'est beaucoup plus confortable pour la personne de savoir qu'il faut qu'elle œuvre pour récupérer un potentiel plutôt que d'œuvrer pour lutter contre un problème. Effectivement, que de prendre un problème et le mettre sous un tapis, ça ne sert à rien. C'est comme dire à une personne, ne pense plus à cette chose qui t'a fait du mal. On n'y arrive pas. Ça, c'est encore un refoulement encore plus important. Moi, je sais que pour ma part, j'ai eu un père qui était très dur. Donc ça laisse automatiquement des empreintes, ça peut être des comportements colériques, etc. Et tant que j'essayais de lutter contre cette colère, je ne faisais que l'amplifier. Et je m'apercevais que j'allais mieux, effectivement, mais dès qu'il y avait un petit truc qui venait me titiller, tous les efforts que j'avais faits, ils étaient réduits à néant. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux atteindre? Je ne veux plus fuir la colère, je veux faire quoi? Je veux être en paix. Tout simplement, j'ai commencé à demander à l'univers cette paix intérieure. Je me suis dit comment je serais dans ma vie si j'étais en paix à l'intérieur de moi-même. Donc vous voyez, j'ai plus focalisé sur le fait que je vivais la colère de mon père quand il était enfant, etc., et que j'avais récupéré ça, et je faisais un mimétisme par rapport à cette colère. Je savais que ce n'était pas la mienne, j'étais en mimétisme. À force de me poser cette question, comment je pourrais être en paix à l'intérieur de moi, j'ai commencé à sentir cette paix à l'intérieur de moi. Et je peux vous assurer que maintenant, cette colère, c'est très rare que je la ressente. Et c'est pour ça que je vous dis, l'idéal, c'est de ne plus focaliser sur ce qui nous a blessés, sur ce qui a été, parce que ce qui a été, bien sûr. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler au-dessus pour enlever la charge émotionnelle négative. C'est-à-dire, on ne refait pas l'événement, bien entendu, mais on peut enlever la souffrance qui est dessus. Et surtout, qu'est-ce que je veux atteindre? J'ai eu la souffrance avec mes parents. D'accord, la situation elle est comme ça. Qu'est-ce que ça m'empêche de faire dans ma vie? Est-ce que ça m'empêche, moi, d'être bien dans mes baskets? Est-ce que ça m'empêche d'être en paix? Eh bien, c'est ça qu'il faut atteindre. Et ça, on n'a pas besoin de tourner pendant des années autour pour pouvoir atteindre cet état-là. Et c'est là où les thérapies quantiques, je dirais, sont intéressantes parce qu'elles nous permettent d'atteindre rapidement cet état-là. Lorsque l'on s'aperçoit qu'autour de nous, il y a des choses négatives, il y a deux possibilités. Soit on peut les combattre en pensant que c'est juste et que c'est quelque chose de bénéfique ou que c'est quelque chose même de l'ordre du don de soi, d'aller défendre une cause. À ce moment-là, est-ce qu'on en est conscient si l'on choisit cette option que d'aller lutter contre, c'est nourrir cette énergie négative. Lutter contre, c'est entrer en collision avec une énergie. Et quand on rentre en collision avec cette énergie, on nourrit cette énergie. Donc cette énergie négative, au lieu de l'aider à se dissoudre, au contraire, on va contribuer inconsciemment, parce qu'on n'en a peut-être pas conscience, à la faire croître et à l'amplifier. Donc lutter contre, c'est amplifier les choses. Constater qu'il y a des choses qui ne vont pas, sans les juger, c'est les laisser être telles qu'elles sont. Et par ailleurs, faire croître, utiliser son temps, son énergie, sa conscience, à développer l'amour en soi
et autour de soi, à l'incarner, à le vibrer, ça permet d'amplifier l'amour, les énergies positives, l'évolution. Parce que de toute façon, notre nature est infinie. Et la seule chose qui nous limite, c'est la peur. Parce que comme on est tout puissant dans notre expérience, si on croit qu'on ne peut pas le faire, on ne le fait pas en fait. Alors que si on sait qu'on peut le faire, eh ben on le fait. Donc la seule chose qui nous limite, c'est la peur de ne pas y arriver ou la peur de ne pas le faire. Et ce qui nous fait chier, c'est pas la peur de l'inconnu, c'est le fait d'être puissant dans ses propres choix. Donc ça te renvoie sur tes choix. Et là, c'est terrifiant pour beaucoup de gens, effectivement. C'est moi je le fais et c'est moi qui choisis. Et si je me trompe, eh ben c'est pas grave, je change. Eh ben on n'arrive pas à poser ça parce que ça fait des millénaires qu'on est terrifié par le choix, par le fait d'être capable de créer sa réalité. Ça, c'est la physique quantique qui nous a appris ça, effectivement. Depuis Max Planck, depuis les années 40, avec la théorie des cordes, qui a montré que l'atome, effectivement, c'était de la matière, c'était un corpuscule, mais au-delà de ça, c'était quand même avant tout une vibration. Et la physique quantique de travailler de plus en plus sur ce concept nous permet de comprendre des choses très intéressantes. C'est que la moindre molécule, le moindre atome vibre. Cette ambitieuse théorie qui sonne compliquée repose sur une idée étonnamment simple. Elle postule que tout dans l'univers, de la plus infime particule à l'étoile la plus lointaine, est fait d'un même ingrédient. Des brins d'énergie vibrants incroyablement petits qu'on appelle des cordes. En d'autres termes, l'univers est comme une formidable symphonie cosmique, résonnant de toutes les notes que peuvent produire les vibrations de ces petits brins d'énergie. Et donc, comme nous sommes composés d'atomes, comme l'univers est composé d'atomes, le rocher, l'animal, les planètes, etc., sont composés d'atomes. Donc, c'est ce qui nous fait dire que tout est en vibration. Et donc, on s'aperçoit que dans l'univers, tout est en mouvement. Il y a toujours un mouvement infini de ces fameuses cordes, donc de toutes ces fréquences vibratoires. Voilà, c'est comme si l'univers était toujours en fréquence vibratoire, comme ça. Donc, on dit bien que la vie, c'est le mouvement. À partir du moment où on va se figer sur un traumatisme qui nous a atteint, ou qu'on ne va plus évoluer, on appelle ça la résistance au changement. Et qu'est-ce qui fait qu'on a de la résistance au changement? Ce sont aussi nos idées limitantes. Je ne peux pas atteindre ça, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable de faire ça, je suis trop nul pour pouvoir atteindre ça. On va se mettre dans un état stationnaire, on va se figer sur ce qu'on appelle nos croyances limitantes. Et l'univers, lui, étant toujours en mouvement, la réalité va nous forcer au changement. On appelle ça une attaque de la réalité. Puisque je résiste à ce mouvement, je résiste à cette évolution, l'univers, lui, va me mettre un coup de pied aux fesses pour me dire, bon, maintenant, avance. Alors, comment ça peut se manifester dans notre vie? Eh bien, ça peut être l'apparition de la maladie, qui va nous forcer à nous poser aussi les bonnes questions, à nous dire, voilà, j'étais sur un schéma de fonctionnement qui ne me convient plus, et mon moi profond m'oblige à aller me poser des bonnes questions pour que je puisse changer. Comme le disait le docteur Bach, celui qui a organisé les petites fleurs de Bach, il disait on tombe malade quand nos actions dans le domaine de vie quotidienne ne sont pas en adéquation avec nos aspirations, avec nos pensées profondes. Et ça, il avait raison parce que tout simplement, nous, c'est pareil, c'est qu'on est toujours en train de faire des conciliations, on est en train de faire des compromis avec la vie, avec tout ça. Mais tous ces compromis ne font que nous éloigner. Et de temps en temps, il y a un petit choc émotionnel qui arrive, mais on le met de côté. À ce moment-là, le conflit va disparaître, mais il va revenir encore 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. Et à chaque fois, ce sont des cycles des conflits comme ça, qui reviennent de plus en plus puissants, et de plus en plus puissants jusqu'à la dernière touche, déclencher vraiment une maladie, comme si notre conscience ou notre être intérieur n'avait plus que cette ultime solution pour nous faire prendre conscience justement qu'on n'est pas sur notre voie et qu'il était temps de changer. Ça peut être un accident aussi, la vie va nous forcer à nous arrêter pour nous poser de bonnes questions. Donc quand on est dans un phénomène de course et perdu derrière quelque chose, qu'on écoute plus son moi profond ou qu'on résiste vraiment au changement, c'est-à-dire je suis dans une situation professionnelle qui, je le sais, ne me convient pas, je ne suis pas nourri dans cette profession, mais je résiste et je maintiens parce que j'ai peur. J'ai peur de lâcher ça parce qu'effectivement, il y a le contexte économique, il y a la réalité, etc. Eh bien, on se soumet à la possibilité de recevoir une attaque de la réalité. Ça peut être quoi? Ça peut être le licenciement qui
qui vous dit, bon maintenant, allez, tu dégages et tu vas te former à autre chose pour pouvoir faire autre chose, qui va peut-être plus t'épanouir. Voilà, donc je dis que la vie est mouvement, effectivement, parce que si on est toujours dans ce mouvement perpétuel, on accompagne le mouvement de vie. Et on va donc nager dans le sens du courant, et c'est beaucoup plus facile. Et combien je peux recevoir de personnes, moi, qui nagent à contre-courant, parce qu'elles résistent à ce changement, elles résistent à cette évolution que leur moi profond demande. C'est comme la personne qui va rester dans un couple alors que malheureusement le couple, malgré un travail bilatéral, est fini, il faut qu'elle passe à autre chose, elle résiste, et bien, il va se produire des choses pour cette personne-là. Ce sont nos croyances limitantes, c'est notre mental, hein, c'est tout ce qu'il a pu emmagasiner comme information depuis tout petit et qu'on a pu lui dire, mais oui, mais tu vois, dans la vie, il faut être sérieux, tu vois, quand on a un travail comme ça, on ne le quitte pas, tu vois, il faut ci, il faut ça, etc. Et notre désir profond, qui lui peut-être veut autre chose, et donc il va y avoir une lutte qui va se mettre en place entre notre moi profond et notre mental. Mais il faut savoir que l'appel du moi profond, on peut le faire taire pendant un moment, mais on ne peut pas le faire taire pendant longtemps. Parce que si on étouffe trop l'appel de notre moi profond, eh bien, une des possibilités qu'il a de s'exprimer dans notre vie, c'est la maladie, par exemple. C'est le symptôme. Quelqu'un qui a toujours mal au dos, par exemple, et qui va chez un ostéo 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, à un moment donné, il faut s'arrêter et dire stop. Il n'y a pas forcément d'hernie discale à la radio ou à l'IRM. Ok, mais cette personne a toujours mal au dos. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon épanouissement? À quel moment je dois me poser la question pour me dire, ok, bon maintenant, stop, mon corps veut me dire quelque chose. Et c'est là où rentre le concept, le mal-a-dit, la maladie. Hein. C'est notre moi profond qui parle là, pour nous dire que ce qu'on vit n'est plus en adéquation avec ce que lui voudrait vivre. On est dans un état, on passe dans un autre. On est dans une phase de changement, donc on change d'état sans arrêt. Guérir, souvent les gens prennent dans l'idée, j'étais dans un état, je change d'état où je me sens en déséquilibre, par exemple parce que j'ai une bronchite, parce que je me sens pas bien, et je veux revenir dans cet état antérieur où j'étais bien. Guérison, c'est comme ça que c'est compris. Non, c'est comme quand tu marches, tu te mets en déséquilibre pour faire un pas vers une nouvelle structure plus équilibrée. Donc on peut le vivre, comme je t'ai dit, par une maladie, qui est une évolution, mais si on accepte de travailler de l'intérieur, on n'est pas obligé de le vivre de l'extérieur. C'est un moment à aller trouver, intégrer l'évolution à l'intérieur pour ne pas le vivre à l'extérieur avec un truc qu'on n'a pas envie de vivre. C'est préventif en fait, quelque part. C'est plus que ça, c'est qu'à un moment, tout devient cohérent dans ce que tu vis. Si on a dévié, c'est qu'on a perdu cette connexion à notre sagesse, à notre petite voix intérieure qui sait à chaque instant ce qui est juste et bon pour nous. On a une sagesse à l'intérieur qui n'a rien à voir avec l'intellect, avec l'intelligence rationnelle. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intuition ou l'intelligence supramentale, au-delà du mental. Et quand on médite, on se reconnecte à cette sagesse. Et du coup, on va se reconnecter à cette partie qui sait ce qui est juste et bon et qui sait aussi comment guérir. Et on le voit notamment au travers de la respiration. Quand on est malade, quand on est stressé, quand on est en déséquilibre, souvent, on a une respiration qui est très superficielle. C'est une technique que j'ai découverte dans mon cheminement des thérapies quantiques, effectivement, cette notion de léger ou de lourd. Si j'ai un choix à faire, je vais penser aux 2 ou 3 éventualités qu'il y a à faire sur ce choix. Donc je vais me poser un moment. Il faut essayer de faire ce qu'on appelle le calme mental. Le vide, c'est difficile, mais le calme mental. Donc se poser un moment, respirer profondément plusieurs fois et penser fortement au choix qu'on a à faire. La première, je dirais la première éventualité. Et on va se fixer à sa respiration. Est-ce que cette respiration, elle s'amplifie ou quand je pense à cette chose-là, cette respiration, elle se restreint? Comment je sens cette chose si je la mets dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose de lourd ou de léger? Eh bien, c'est déjà une première façon de dialoguer avec son moi profond. Le moi profond va nous donner des indications. Et quand on est à l'écoute, eh bien, on arrive beaucoup mieux à diriger sa vie. Les gens qui sont à l'écoute de leur intuition, souvent quand ils n'ont pas écouté, me disent « mais si j'avais su, j'aurais écouté mon intuition ». Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est vraiment notre guide intérieur. Eh bien, ce léger ou ce lourd nous connecte à notre intuition. Alors, ce n'est pas toujours facile de se connecter à son intuition parce qu'on a une première intention et puis après le mental se met en train et va brouiller les pistes. Et du coup, on ne sait plus le message qu'on a reçu par rapport à telle ou telle chose. Eh bien, on peut y revenir
avec cette notion de léger ou lourde. Moi, souvent, quand je dois faire un choix, je me connecte en pensant à la première éventualité. J'essaie de ressentir, et le niveau est différent, j'essaie de ressentir si c'est quelque chose qui me... ou si c'est quelque chose qui m'élève, c'est quelque chose de léger. Je peux vous assurer que je prends la solution où j'ai ressenti le léger. Et là, je sais que je ne me trompe pas. Tout revient pour moi, au fond, à de la présence et du lâcher-prise. Dit comme ça aide personne. Oui. Parce qu'au fond, tout revient à ça. Juste être présent et lâcher prise, dans l'instant présent. Et là, le centre, tu lui laisses cet espace et lui, il résout tout. Le corps, il renvoie des informations, on peut l'écouter. Le monde qu'on voit, c'est notre mental qui lui donne forme, hein. C'est pas un monde extérieur. Donc si c'est joli, c'est que le mental, il veut te dire d'y aller. Et si c'est pas beau, c'est qu'il te dit à un moment, n'y va pas des fois. Donc en fait, il suffit des fois juste de regarder ce qui nous plaît. L'information, au départ, elle est toujours juste. Quand le mental saisit ça et qu'il veut faire un truc intelligent avec, c'est toujours une connerie. Donc généralement, ce qui se passe, c'est le premier truc, la bonne information va toujours paraître débile. Parce qu'elle ne fait pas partie de notre logique. Mais si on apprend à remettre le mental en serviteur, on laisse venir la première information sans chercher à la juger, on la laisse exprimer, et il y a un moment où le mental apprend à faire des cases et à l'utiliser. Mais dans ce cas, on a changé complètement de fonctionnement. On écoute à un niveau beaucoup plus haut, et le mental sert juste de serviteur. Il est remis en modélisation. Il donne une forme à l'information. Et quand on est dans présent, en train de fonctionner comme ça, on a accès à tout. Et pour se brancher, moi je dis on se branche sur quelque chose, sur un lieu, en fait on est présent, on pose une attention. Et instantanément, tout est là, pour tout le monde. C'est juste que les gens ont un mental qui veut commander, qui veut remplir cet espace avec ce qu'il connaît de la vie. Pour un occidental, parce qu'on lui a demandé. Pour un occidental, pour moi, le plus gros travail, c'est de remettre juste le mental en serviteur. Le mental, il s'est construit à partir de tout ce qu'on a pu lire, de tout ce qu'on a pu entendre. Il réfléchit sur ce qu'on sait déjà. Il ne peut pas réfléchir sur ce qu'il ne sait pas. Or, dans l'univers, on dit que l'univers est sous-tendu par un champ d'énergie. Voilà. Sinon, la matière, ça serait qu'une matière inerte. Tout est sous-tendu par de l'énergie. Cette énergie-là, c'est le champ de nos potentialités. C'est-à-dire que la réalité, il n'y a pas une réalité. Il y a une multitude de réalités. Et pourquoi des gens vivent des réalités si différentes? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe un champ énorme de réalités différentes. Et notre mental ne peut pas concevoir toutes ces réalités. On ne sait pas ce que va être demain notre futur. Par exemple, notre mental est limité pour savoir ce qu'il en est. Sauf si on a des capacités médiumniques, pas possible. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a ces capacités médiumniques. Et quand bien même, il faudrait être dans une neutralité extrême pour savoir vraiment si c'est vrai ou si c'est une projection. Et donc le mental, lui, il ne connaît les choses que par rapport à ce qu'il sait déjà. Là où est intéressant les thérapies quantiques, c'est qu'elles ouvrent la personne sur le champ des potentialités infinies. C'est-à-dire que oui, tu sais que dans ta vie, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais dans ce champ de possibilités, tout est déjà inscrit. La guérison est déjà inscrite, la joie est déjà inscrite. L'épanouissement est déjà inscrit. Si je me connecte à ce champ des possibilités, c'est-à-dire je libère, je dépasse les barrières de mon mental, c'est-à-dire les barrières du jugement, tout ce que je pense bon et pas bon, eh bien je vais m'ouvrir à la possibilité de connecter et de faire rentrer dans ma vie tout ce que j'ai envie. La paix, le bonheur, la joie, la sérénité. Et c'est pour ça que moi, tous les matins, je demande à l'univers comment serait ma vie si ma santé parfaite continuait. Comment serait ma vie si je pouvais être en paix à l'intérieur? Comment serait ma vie si j'étais serein, dans la félicité, etc. J'essaie par ce questionnement de me connecter au champ des possibles. Et ça, tout le monde peut le faire. Cela demande d'être attentif, d'être dans la présence tous les jours, d'être très très présent à qui nous sommes réellement. Et à partir du moment où on est dans cette conscience-là et dans cette présence-là, si vous voulez, on amplifie notre vibration. Et en élevant notre vibration d'amour, on attire des situations, des personnes, des choses. On attire en résonance, par un effet de résonance, si vous voulez, on attire le positif. Donc un être qui va utiliser toute son énergie, tout son temps, toute son attention à faire croître en lui l'amour, il va émaner ce bonheur, il va émaner cette joie de vivre, il va émaner cette paix. Et du coup, il va attirer à lui ces mêmes énergies-là. De par ce que nous sommes, c'est-à-dire nos croyances, nos pensées, nos émotions, nos mémoires, nos conditionnements, nous émettons
sur ce principe que tout vibre dans l'univers, nous émettons une vibration. Nous émettons ce qu'on appelle des longueurs d'onde. Hein. Et par un principe qu'on appelle le phénomène de résonance quantique, ma vibration va me connecter à une vibration équivalente dans la réalité. Donc il est évident que si ma vibration est basse, et ce n'est pas péjoratif quand je dis qu'elle est basse, c'est-à-dire que la longueur d'onde sur laquelle je vibre va être basse, et ça c'est de la physique, eh bien je vais connecter une réalité qui va être basse. Donc une réalité dans laquelle vont être inscrites pas mal d'épreuves, qui ne va pas être facile à vivre, qui va me demander du courage, etc. Si j'ai une fréquence qui est plus haute, eh bien je vais automatiquement connecter une fréquence de la réalité qui est plus haute. Donc ma fréquence va se mettre en résonance avec une réalité qui est une réalité de plus haute constitution, et donc là je vais vivre une vie beaucoup plus sympa. Donc comment faire pour monter sa fréquence? C'est ça qui est intéressant pour les personnes qui peuvent nous écouter. Eh bien il faut travailler sur tous ces conditionnements. Je dirais il faut déconditionner tout ce qui nous met, comme on a dit tout à l'heure, dans un état stationnaire. Tout ce qui nous immobilise. Avant tout, c'est les peurs. La peur du jugement, la peur de ne pas être assez bien, la peur de lâcher le contrôle, la peur de lâcher prise. Toutes ces peurs-là, eh bien, on a la possibilité de les travailler sans focaliser dessus, puisque comme je disais, plus on focalise sur quelque chose, eh bien, plus on fixe sa vibration. Et donc, les personnes peuvent tout à fait se poser le matin, tiens, comment serait ma vie si je me sentais en sécurité? Déjà ça. Déjà, quand on se répète cette question-là, elle fait du bien au mental. Parce qu'on n'est plus dans un phénomène de peur. Comment serait ma vie si je me sentais en sécurité? En fait, on met l'univers au défi de créer ce dont on a besoin. Et donc, pour élever sa vibration, il faut dépasser tout ce qui nous bloque, notamment les peurs. Vis avec tes peurs, mais avance. Tremble, mais avance. C'est de se dire, t'es pas tout seul. Si vous voulez progresser sur cette planète, il est temps d'arrêter d'imaginer que vous êtes tout seul et que vous devez tout faire tout seul. Utilisez l'unité, les autres qui sont autour de vous, créez des réseaux et utilisez votre unité personnelle, votre reliance à autre chose. Méditez, allez courir, faites du sport parce que ça met dans le même état. En tout cas, court-circuitez un petit peu votre mental pour qu'on puisse faire passer à travers vous des énergies qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. L'intuition, donc, qui va être à l'opposé du mental, puisque l'intuition n'est pas fixée sur le mental, au contraire, hein, c'est notre moi profond. L'intuition, c'est un dialogue de notre moi profond. Eh bien, elle va s'exprimer au tout début. Il faut vraiment être à l'écoute de la première sensation quand on est confronté à une situation. Je dirais que c'est un entraînement pour pouvoir se connecter à cette première sensation. Très souvent, vous pouvez entendre des gens qui vont dire « mais si j'avais écouté la première sensation quand j'ai vu cette personne-là, je ne me serais pas planté quand j'ai fait confiance ou que je me suis associé à elle. » Et on n'a pas écouté cette sensation parce qu'elle est automatique, cette sensation. C'est notre moi intérieur qui nous dit « fais attention ». Seulement, effectivement, nos conditionnements font qu'on ne s'écoute pas assez et on va faire taire ce mental parce que c'est pas bien, on est dans le jugement, etc., etc. Or, il faut retrouver ce chemin de cette spontanéité à écouter la première petite voix, la première sensation. Vous avez dû sûrement l'expérimenter quand on rencontre quelqu'un, tac. Soit on a ce petit truc qu'on n'arrive pas à expliquer. L'intuition, on n'arrive pas à expliquer ce qu'il en est. C'est après coup, quand on est passé par l'expérience, qu'on se dit, mais je l'ai eu le déclic au début. Mais on n'arrive pas à expliquer, c'est pas rationnel. Donc je dirais pour différencier le dialogue entre son moi profond et son mental, ce qu'on appelle le mental inférieur, qui nous manipule par les peurs, parce qu'attention, il ne faut pas jeter le mental à la poubelle, si on l'a, c'est pour quelque chose. Ce qu'il faut, c'est utiliser son mental, ce qu'on appelle supérieur. Le mental, on en a besoin. Quand on a besoin de résoudre une problématique qui est dans la matière, eh bien, on a besoin de notre mental. Quand on a besoin de faire des opérations, il faut notre mental, d'accord ? Donc, le mental est séparé en deux parties, qui est le mental inférieur, qui, lui, je dirais, nous manipule par les peurs, les conditionnements, et le mental supérieur, qui, lui, nous permet d'avoir une compréhension de plus en plus grande de l'univers, et nous permet cette fameuse, entre guillemets, intelligence, hein, qui est au-delà de l'intelligence mentale. Il faut retrouver le chemin de cette première petite voix, de cette première impulsion. Et ça, c'est vrai que ça demande de se mettre un peu plus à l'écoute. Et l'univers aussi nous parle par les signes. Quand on ouvre vraiment son esprit, qu'on
regarde les signes qui sont concomitants à chaque phénomène dans notre vie, à chaque circonstance, la vie nous parle par les signes. Il faut vraiment être attentif aux signes. Rien n'est le fait du hasard. On a un accident, ce n'est pas le fait du hasard. La vie veut nous dire quelque chose. On a un empêchement pour arriver à tel rendez-vous, la vie veut nous dire quelque chose. Quoi qu'il arrive, si tu es dans la scène, c'est qu'il y a une bonne raison. Et tu ne peux pas te distinguer de la scène. Et ce qui s'y passe fait complètement écho avec toi. C'est vraiment, dans l'humain, effectivement, on est conçu pour être séparé du reste, c'est fait pour ça. Donc pour croire qu'on n'est que ce personnage et ne même pas s'identifier à la scène. Mais il y a des niveaux plus hauts qui, eux, ne raisonnent pas du tout de la même manière et qui perçoivent tout ce qui s'y passe. Donc ce qui veut dire que rien n'est anodin, aucun événement. Au point où ça peut devenir dérangeant d'en prendre conscience tout le temps, c'est ingérable. L'esprit humain ne peut pas gérer ça. Et à un moment, il faut accepter l'humain, hein, tu peux pas décrypter tout parce que tu pètes un plomb. Et puis, juste accepter le ressenti, de vivre la résonance et l'évolution qu'elle implique chez toi. Donc en fait, il n'y a pas besoin de lutter. Ta vie elle-même est une évolution. C'est la vie elle-même, l'évolution. On ne peut pas non plus être attentif à tous les signes, sinon on peut voir des signes aussi de partout. Et on peut même voir, je dirais aller plus loin, des signes dans des choses qui n'en sont pas forcément. Alors comment faire la différence entre quelque chose qui est vraiment un signe et quelque chose qui n'en est pas un? Parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir son attention branchée 24 heures sur 24 sur tout ce qui nous entoure. C'est de la paranoïa après qui se profile derrière. Bien moi, je demande à l'univers qui vienne me confirmer le signe que j'ai eu. Mais je demande souvent à l'univers qui me donne confirmation de ce signe que j'ai eu. Et je vais être à l'écoute. Très souvent, je vais avoir confirmation 2 fois ou 3 fois de ce que l'univers a voulu me dire, de ce que cette intelligence supérieure a voulu me dire, quand je n'ai pas compris la première fois, bien entendu, ou quand j'ai un doute. Donc on peut tout à fait demander à l'univers qui nous donne d'autres signes. Par contre, si on demande ça, il faut être à l'écoute. Alors ça peut se manifester comment? Ça peut se manifester aussi sous forme de pressentiment, sous forme d'intuition, sous forme de rêve, sous forme de circonstances extérieures. Hein. La matière va nous parler aussi à travers les signes. Ce biochamp qu'on a autour de nous, et qui est, je dirais, perceptible à la main, hein, c'est quelque chose qu'on peut s'entraîner à ressentir. On peut arriver à sentir ce qu'on appelle l'aura. L'aura, c'est plus la couleur de notre rayonnement. Donc moi, je vais l'appeler le biochamp. On peut sentir avec les mains ce biochamp. Alors d'où il vient ce biochamp? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'atome qui vibrait. Ce champ d'énergie qui maintient en cohésion tout l'univers et chaque molécule de notre corps, il est composé de 2 vecteurs. Il est composé d'un champ électrique, il est composé d'un champ magnétique. C'est pour ça qu'on appelle un champ électromagnétique. Et donc, nous sommes parcourus de micro-courants tout le long du corps, qu'on connaît selon les méridiens d'acupuncture, mais ça va bien au-delà. Notre corps est un vecteur de champ électrique et magnétique. Selon notre état de santé, selon notre vigueur, notre force, on va avoir une émanation plus ou moins importante de ce champ électrique et magnétique, de ce champ électromagnétique, qui part des cellules. Hein. Mais c'est l'ensemble de la vibration de toutes ces cellules-là qui font qu'on va produire ce fameux champ autour de nous, qui émane, je dirais, quand on est dans des pièces comme ça, à 2 mètres, 3 mètres autour de nous. Quand on est dans la nature, il peut bien plus s'amplifier. Donc ce biochamp, ce champ du vivant, en fait, il est constitué de plusieurs sous-couches, qu'on appelle les harmoniques, qu'on peut sentir aussi avec la main. Et chaque fois qu'on va être dans un environnement qui peut nous agresser, je dirais, ou qui peut être négatif, perçu comme négatif, ce biochamp va se rétracter. Chaque fois qu'on va être dans un environnement qui est propice à la vie, propice à notre épanouissement, ce biochamp va se dilater. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment une respiration qu'on a à travers ce biochamp. Plus ce biochamp diminue, plus on sait que la vie elle diminue à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un biochamp qui est important autour de nous. Et ce biochamp, eh bien, il peut porter des pollutions, il peut avoir des fuites, il peut avoir des trous, il peut avoir des failles. Voilà, donc il peut avoir, je dirais, des altérations, je cherche le terme. Le but de la bioénergie, c'est de réparer ces altérations. Le bioénergéticien va, à l'aide de son ressenti, scanner le biochamp de la personne pour repérer s'il y a des masses de pollution, qu'on peut appeler ça des kystes, s'il y a des fuites, s'il y a des failles, s'il est percé comme un gruyère, s'il est décalé.
On peut avoir eu un gros choc physique, et puis le biochamp s'est décalé, et puis il reste décalé. Et la personne, depuis ce choc physique, elle a des vertiges, elle se sent plus centrée, elle se sent à côté de ses pompes. Eh bien, vous recalez son biochamp, la personne, elle retrouve son intégrité. Ça, moi, ça m'est arrivé plein de fois, où la personne venait après un gros trauma physique, je touchais même pas la colonne, je recalais l'aura, et la colonne se remettait, elle, d'aplomb, par exemple. Donc ce biochamp, normalement, il se remet d'aplomb, normalement, mais dans certaines conditions, il ne se remet pas d'aplomb. Il est le reflet de notre santé émotionnelle, physique et mentale. C'est pour ça que le bioénergéticien qui sait lire un biochamp et sait sentir un biochamp, sait comment la personne elle se comporte au niveau physique, émotionnel et mental. Et donc, en travaillant ce biochamp, en réharmonisant ce biochamp, en nettoyant, en transmutant toutes les pollutions, on améliore la santé physique, émotionnelle et mentale de la personne. Et donc, quand deux personnes sont à côté, leur biochamp s'interpénètre. Quand vous êtes confronté dans une foule, eh bien, vous ne formez plus des biochamps, vous formez un biochamp. Et c'est par là même que l'on est, je dirais, en correspondance vibratoire avec les autres. Parce que quand vous êtes, par exemple, dans une foule, au supermarché, dans un concert, imaginez le biochamp qu'il peut y avoir. On est tous serrés comme ça, des anchois. Eh bien, il va y avoir une émanation complète de ce biochamp qui fait qu'on est tous un. On est tous en correspondance vibratoire avec les uns avec les autres. Et donc, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui a un biochamp plus bas que le vôtre, eh bien, le vôtre, il ne va pas augmenter. Il va y avoir un phénomène de syntonisation qui fait qu'ils vont essayer de se mettre en équipe. Donc, votre propre biochamp à vous, s'il est plus élevé, il va descendre. Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, c'est juste une histoire de physique, tout simplement. Et donc, vous allez sentir immédiatement si la personne vous pompe de l'énergie. Il ne faut surtout pas déjà être dans la peur, c'est la pire chose à être, et être dans un phénomène de protection. On voit trop de personnes qui sont dans un phénomène de protection, donc on va porter des gris-gris, on va porter des pierres, on va porter un tas de trucs pour essayer de se protéger du biochamp des autres. Non, ce qui est important, pour ne pas se faire pomper son énergie, pour ne pas être un phénomène d'éponge, il y a une notion qui est indispensable en bioénergie, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est notre connexion à la terre. Elle se fait à partir de nos pieds. Sous la plante des pieds se situe un point qu'on appelle le 1 du rein. C'est le point du 1 du rein. Et donc c'est par ce point-là qu'on a une connexion à la terre. Plus on va puiser l'énergie de la terre, plus notre biochamp est important. Donc quand on a un bon ancrage, je dirais qu'on est beaucoup moins pompé énergétiquement par les autres. Les gens qui ont un faible ancrage sont très vite pompés, ils vont être éponges, ils vont être électrosensibles par exemple. Voyez, quelqu'un qui a un bon ancrage, il n'est pas électrosensible. Les ondes électromagnétiques ont peu d'influence sur lui. Il va peu les ressentir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc je disais, c'est de ne pas être dans la peur. Pourquoi ? Parce que la peur, elle se situe surtout au niveau de l'énergie des reins. Et comme je disais que la prise de terre, elle se fait à travers le point du rein, on va stocker cette énergie dans nos reins. Si on est dans la peur, on va vider l'énergie de nos reins. Donc on va encore plus rendre notre biochamp perméable. Et la troisième chose, c'est être dans le cœur. Le champ électromagnétique le plus puissant du corps, c'est le cœur. Le champ électrique du cœur est 100 fois plus élevé que celui du cerveau. Le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus élevé que celui du cerveau. Donc les gens qui sont dans la compassion, si je prends des gens qui sont tout le temps au service des malades, par exemple, au service des hérités, des SDF, vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes dans la peur. Parce qu'en moins de temps, vous allez être malade comme c'est pas possible. Il faut être dans le cœur. Si on prend des gens peut-être à l'extrême comme Mère Teresa, Sœur Emmanuel, c'était des gens qui pouvaient être au contact de n'importe qui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la compassion, ils sont dans le cœur. Ils sont dans leur générateur d'ondes positives. Donc vous générez tellement d'ondes positives que même si l'autre vous pompe de l'énergie, vous en produisez tellement que ça n'a pas d'importance en fait. Et en plus, c'était des gens qui étaient énormément dans le recueillement, dans la prière, dans l'introspection. Donc ils ont cette capacité aussi à se relier à quelque chose de plus grand, à être dans le cœur. Donc si vous avez un bon ancrage, vous êtes dans le cœur et vous êtes connecté à quelque chose de plus haut, mais vous ne craignez rien. Vous pouvez être au contact de n'importe quelle vibration, sans aucun problème. Donc il ne faut surtout pas être dans la peur, c'est le plus grand... je dirais, c'est vraiment ce qui va vous rendre le plus vulnérable possible, c'est d'être dans la peur.
Moi, je dirais qu'il n'y a pas un seul chemin d'évolution. Il y a certaines personnes qui se sont incarnées, qui ont choisi un chemin plus difficile parce qu'ils ont besoin de passer par l'épreuve pour pouvoir évoluer. Certains n'ont pas besoin de passer par l'épreuve pour évoluer. Et cette croyance qu'on est obligé de passer par l'épreuve pour évoluer, pour moi, elle est erronée. Elle correspond donc à une croyance, parce qu'effectivement, certains, avant incarnation, donc l'âme a fait le choix de ce chemin d'épreuve, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur un thème astrologique bien mené. Vous faites un thème naissance, on peut tout à fait voir la personne qui a choisi un chemin d'épreuve et l'autre qui ne l'a pas choisi. Je crois surtout qu'il ne faut surtout pas tomber dans la croyance qui est « l'épreuve est nécessaire pour avancer ». Non, si on est dans un... Comme je disais tout à l'heure, dans cette mouvance, dans ce mouvement perpétuel que demande l'univers et que demande la vie, si on ne résiste pas au changement, pourquoi l'épreuve viendrait à vous? Il n'y a pas de raison. Si on est dans cette résistance au changement, là, l'épreuve, on va la solliciter dans sa vie. Parce qu'elle va être effectivement le coup de pied aux fesses pour nous dire bon, maintenant, tu vas changer ta vie ou tu vas changer ça et ça dans ta vie pour pouvoir évoluer. Donc, penser que l'épreuve est indispensable pour évoluer, pour moi, c'est une croyance limitante. En l'occurrence, moi, je préfère avancer dans la facilité qu'avancer dans l'épreuve. Donc, je dirais, je mène ma vie en ayant toujours les écoutilles bien ouvertes à ce que la vie veut me proposer et là où elle veut me faire avancer. Et j'essaie de ne pas résister. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais j'essaie de ne pas résister là où elle veut me mener. Parce qu'effectivement, si elle veut vous amener quelque part et que vous résistez, c'est là où il peut y avoir l'épreuve aussi. Donc je dirais qu'il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas un seul chemin. Il y a vraiment des gens qui ont choisi des épreuves pour avancer. D'autres qui ont des épreuves parce qu'ils n'écoutent pas sur leur chemin aussi, parce qu'il y a des épreuves qu'on peut éviter, il y a des épreuves qu'on ne peut pas éviter, mais croire que tout le monde a besoin des épreuves pour avancer, pour moi, c'est une erreur. Donc les Occidentaux restent persuadés que, pas consciemment, hein, inconsciemment, et ça dégueule par les oreilles de tout le monde, que si tu te branches dans la jouissance et dans le bas, tu vas en enfer. On croit que la jouissance est finie, qu'il y a un pôle au milieu de la pièce où il y a 10 pilules de jouissance et qu'on est 20 à vouloir les prendre. Donc si toi tu jouis, ça veut dire que tu as volé ta pilule à quelqu'un. Hein. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui souffre à cause de toi. Et ça, c'est tellement profondément ancré que si toi tu as quelque chose qui te plaît dans ta vie et que tu en jouis, eh ben ça veut dire que tu es vraiment un salaud. Et tout le monde le vit comme ça. Et par contre, si t'en as chié, ça veut dire que tu as laissé la pilule à un autre et tu es un saint ira au paradis. Eh ben c'est une grosse connerie, parce que la jouissance elle est infinie, et elle est pour chacun, et il n'y a pas du tout un bol au milieu. Et c'est pas parce que t'en chies que les autres ils vont mieux. Tu vois? Et c'est pas parce que tu jouis que les autres ils vont moins bien. Et c'est juste un choix perso à faire pour chacun. Et on grandit autant dans l'ombre que dans la lumière. C'est-à-dire que peu importe que tu choisisses d'aller dans des trucs abominables ou des trucs de jouissance, eh ben tu vas te retrouver au même point après. Tu auras intégré l'événement, les choses de la même manière. Donc à un moment, tu sors de la logique j'ai envie d'en prendre plein la gueule et ben, tu le fais en jouissance, ça marche tout pareil. Hein. Mais c'est un choix à poser. Et pour ça, il faut avoir enlevé cette peur. Sinon, tu subis. Ça reste inconscient. C'est inconscient, bah, ça te tombe sur la gueule à tout moment. Alors que sinon, bah, à un moment, tu le poses, tu dis, bah non, moi, j'ai pas envie. Et du coup, tu peux le vivre différemment. Effectivement, on est sur Terre pour évoluer. Cependant, quand on voit comment se comportent pas mal d'humains, on se demande effectivement s'ils évoluent ou s'ils régressent. Mais bon, ça c'est un autre propos. Est-ce qu'on avance tous dans le même sens? On est censé avancer tous dans le même sens, mais à des stades différents. C'est pour ça qu'on a du mal à se comprendre et qu'on ne comprend pas que le voisin n'évolue pas de la même manière que nous, parce qu'il n'est pas venu expérimenter les mêmes choses que nous, en fait. Nous, ce qu'on fait dans notre boulot, que ce soit dans la thérapie quantique ou en bioénergie, c'est qu'on va permettre à la personne qui est bloquée à un stade de se débloquer, en fait, de continuer son évolution. Ce n'est pas nous qui contrôlons son évolution, loin de là, mais elle peut être sur un état stationnaire et avoir du mal à avancer parce qu'il y a une épreuve qui l'a bloquée, elle a fait un burn-out, une dépression, une maladie, j'en sais rien, et elle est bloquée. Donc elle vient chez nous pour avoir aussi une compréhension de cette épreuve. C'est important de se dire, mais qu'est-ce que cette épreuve veut me dire dans ma vie? Qu'est-ce que cette maladie, elle vient me dire dans ma vie? Qu'est-ce que cet accident, qu'est-ce que cette douleur vient me dire dans ma vie? Donc déjà, il peut y avoir cette compréhension, sachant que la compréhension n'est pas toujours indispensable à la guérison. Mais voilà, permettre à la personne de franchir un palier au niveau de sa vibration pour pouvoir raccrocher les wagons et continuer sur son chemin, en fait.
La tradition hindouiste, ils disent que tout est maya, tout est illusion, tout est vibration, donc tout est énergie. Même cette table qui est devant moi ou cette chaise sur laquelle je suis assise, qui pourtant est palpable et perceptible par mes 5 sens, d'accord? Eh bien, elle est illusion dans la mesure où je ne vois qu'une partie de cette réalité. La partie vibratoire de cette chaise-là ou de ce meuble, je ne la vois pas. Mes yeux ne peuvent pas percevoir la structure moléculaire et la vibration qu'émet chaque atome. C'est en ça qu'on dit qu'on ne peut percevoir le monde que selon nos 5 sens. Les ondes électromagnétiques, les ondes de Wi-Fi, les ondes de télé, radio, etc., Dieu sait qu'elles existent, mais nos yeux ne peuvent pas les percevoir. Nos oreilles ne peuvent pas les entendre. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe. Et donc la perception que nous avons de vivre dans un univers à 3 dimensions spatiales pourrait finalement être totalement fausse. Il est possible que nous vivions dans un univers qui aurait plus de dimensions qu'il n'y paraît. On pense que ces dimensions supplémentaires existent parce qu'elles découlent des équations de la théorie des cordes. Les cordes ne peuvent se déplacer que s'il y a plus de 3 dimensions. Ça a été un choc pour tout le monde, mais on a appris à vivre avec. Pour la plupart d'entre nous, il est quasiment impossible de se représenter ces dimensions supplémentaires. J'en suis incapable. Et ce n'est pas étonnant. Notre cerveau s'est développé en ne percevant que les dimensions spatiales dont on fait quotidiennement l'expérience. Alors, comment s'en faire une idée? C'est en ça qu'on dit que le monde est illusion, parce qu'il y a une partie invisible qui est pourtant là, qui est présente. Et la physique quantique nous montre maintenant que tout ce qui est dans le visible a d'abord été fabriqué dans l'invisible. Si j'en viens à dire ça, c'est que donc on est des êtres de chair, d'accord? Dans l'invisible, il faut savoir, et Dieu sait que je collabore avec ça quand je suis en séance, il existe ce qu'on appelle des présences invisibles, qu'on peut appeler les anges, qu'on peut appeler les archanges, qu'on peut appeler différentes hiérarchies spirituelles ou angéliques, qui sont en fait des vibrations, qui sont des fréquences, des bandes fréquentielles, qu'on peut appeler pour nous aider dans notre vie. La dimension où sont ces êtres, c'est une dimension dans laquelle on est nous aussi. On voit cette conscience se balader en 4 dimensions, mais il y a une part de nous-mêmes qu'ils appellent le divin, qui s'appelle l'être un, que certains enseignements appellent la présence. Une part de nous-mêmes est capable d'être dans toutes les dimensions en même temps à une vitesse très très rapide. Et eux sont dans cet espace qui est un espace d'évolution. C'est un espace où en fait on y accède qu'en dépassant nos propres limites, nos propres limitations, nos propres champs de ce qu'on appelait nos possibles. Ils disent le champ des possibles, mais nous on a nos croyances, nos pensées qui viennent limiter l'expérience. Humainement, on est limité par nos 5 sens, qui viennent nous apporter des informations sur l'extérieur, plus ou moins complètes, parce qu'on sait qu'en subliminal, on en perçoit beaucoup plus que cette limite qu'on se donne. Et quand on rajoute la dimension supérieure du temps et de l'espace, on a des dons et des capacités qui est de voir tous ces possibles en même temps, et d'agir et de discuter. Ces êtres de lumière ou ces maîtres ascensionnés viennent nous parler pour nous donner toujours le même message, pour nous dire justement, aujourd'hui, vous avez une faculté qui est intéressante, vous pouvez, sans mourir entre guillemets, accéder à cette dimension supérieure. Pour accéder à cette dimension supérieure, vous devez utiliser une énergie et une force. C'est la force du vide, nous diraient les scientifiques, mais eux ils disent, c'est la force de l'amour. C'est important, je pense, de s'ouvrir perceptiblement, pas mentalement, mais perceptiblement, à ce monde de l'invisible. Chaque fois que l'on désire quelque chose, chaque fois que quelque chose va nous arriver, il se prépare déjà dans l'invisible. La guérison se prépare déjà dans l'invisible, donc dans la vibration, dans tout ce qui est vibratoire. Et notamment, il y a des gens qui sont de plus en plus, je dirais, hypersensibles à ça, on appelle ça les électrosensibles. Eh bien, ils peuvent arriver à être complètement malades par des choses qui sont complètement invisibles. Et c'est pour ça que c'est difficile pour la médecine de le prouver, parce que c'est de l'impalpable. C'est de l'immatériel, en fait. Hein. Et donc, quand on dit que le monde est illusion, c'est ça, c'est que nous ne percevons avec nos 5 sens qu'une partie de cette réalité qui nous entoure.
Est-ce qu'il est utile? Je ne sais pas si c'est utile. Ce qui m'arrive très souvent, par contre, en séance, c'est que l'énergie d'une personne décédée, souvent dans la famille, va se manifester. Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est une projection holographique? Je ne me préciserai pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est que ça ne le fait pas à toutes les séances. La personne rentre, je dirais entre guillemets, elle est seule. Mais à un moment donné, va se manifester, c'est quelque chose que je sens très bien et que des personnes peuvent sentir aussi, dans la séance, va se manifester l'énergie d'une personne décédée. Peut-être une génération avant, 2 générations avant, que la personne a connu ou pas connu. Et c'est ça qui est intéressant. Et cette personne vient, je dirais, délivrer, cette personne décédée, cette entité, vient délivrer un message nécessaire, important, pour que la personne puisse continuer à évoluer. Ça peut être un secret de famille, par exemple, voyez. Je me rappelle le cas, moi, d'une personne qui était bloquée dans des peurs, vraiment dans des peurs très très importantes. Et je crois que c'est une personne de la 3e génération qui s'est pointée. C'était une arrière-grand-mère. Donc on a des moyens en bioénergie de déterminer sur quelle génération, sur quelle branche c'est. Et le message était très clair, c'est que cette personne était morte noyée. Mais ça avait été tué par l'entourage familial. Et il s'avère que cette descendante, donc qui était avec moi, ce forme incarné, donc la personne qui avait consulté, avait une peur phobique de l'eau qui était complètement inexpliquée. Donc moi je reçois le message, je lui transmets le message, je reçois le prénom de la personne qui était descendue, comme ça, de cette énergie qui s'était manifestée, et donc je donne le message avec le prénom, et je dis, mais renseignez-vous, savoir... Elle me dit, oui, non, mais je sais, c'est son prénom, etc. La personne est arrivée à la séance d'après, la peur de l'eau avait complètement disparu. C'est une peur qui ne lui appartenait pas. Donc cette énergie s'était manifestée pour donner le message, et elle est repartie aussitôt. Je dirais que les canaux par lesquels on peut recevoir les informations sont plus ou moins performants selon les thérapeutes. Il y en a qui vont avoir de la clairvoyance, d'autres de la clairaudience, d'autres un sentiment. Moi, c'est plus de la clairaudience. On vient, j'entends des choses, on vient me dire les informations. Voilà. J'ai parfois quelques images, mais c'est souvent plus de la clairaudience. Il s'avère qu'après, quand on demande confirmation à la personne se renseigne auprès de sa famille, et puis ça m'est arrivé, ça m'arrive tous les jours, ça. Et la personne revient en disant, oui, effectivement, ce que vous m'avez dit la dernière fois, c'était bien ça, il y a bien eu telle et telle chose dans ma famille, etc. Ce sont vraiment des personnes qui sont désincarnées, mais qui peuvent redescendre dans des plans vibratoires bas, parce que nous sommes dans la réalité sur un plan vibratoire bas. Il y a des plans vibratoires, il y a des plans de fréquence beaucoup plus hauts. Et Dieu sait que l'âme, quand elle se désincorpore, elle doit rejoindre ces plans de fréquence beaucoup plus élevés que nôtres. Je sais que l'âme peut descendre, ou cette énergie peut descendre sur un plan plus bas, nous donner un message, et ensuite repartir sur un plan plus haut. C'est comme ça que les êtres décédés peuvent aussi nous aider. Pour ma part, je n'appelle jamais une entité, je n'appelle jamais un être désincarné. Si l'être désincarné vient se manifester dans une séance, c'est parce que lui, il a décidé. Moi, en aucun cas, je ne vais solliciter l'ancêtre pour avoir telle ou telle information. Après, il y a un autre cas, c'est qu'il y a d'autres personnes qui rentrent, et elles sont par contre pas seules. Elles sont, je dirais, accompagnées ce qu'on appelle une entité familiale. Alors le mot entité fait toujours un peu peur. C'est un ancêtre qui est décédé, et soit la personne le retient parce qu'elle n'a pas fait le deuil. Voilà, ça on le trouve fréquemment. Elle n'a pas pu lui dire au revoir, elle était partie, et puis la personne est décédée, il n'y a pas pu avoir un au revoir mutuel. Ou alors la personne décédée n'a pas pu dire ce qu'elle voulait dire, elle avait peut-être quelque chose de très important à dire, et elle n'est pas partie encore dans la lumière, elle n'est pas partie sur des plans fréquentiels plus élevés, elle n'a pas pu rejoindre ce qu'on appelle la lumière, en fait, ce sont des fréquences, eh bien, elle va rester donc sur ces plans de conscience bas que sont les plans de matériel, entre deux eaux, comme on appelle, et donc tant qu'elle n'aura pas dit son message, elle ne partira pas. L'esprit analogique devance toujours l'esprit scientifique, c'est-à-dire qu'on va découvrir des choses par empirisme, d'abord, d'accord ? Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la science vient derrière et vient étayer ces expérimentations empiriques. Donc, en fait, il ne faut surtout pas avoir effectivement une opposition
entre empirisme et science, loin de là, c'est que l'empirisme est relié, comme dit Jean-Jacques Charbonnier, à une conscience beaucoup plus large. Et on a ensuite une conscience analytique qui vient confirmer cette chose, mais qui vient la confirmer des fois des dizaines d'années après. Voilà. Et donc je dirais qu'à un moment donné, il est fort probable que science et empirisme se rejoignent. Par exemple, dans le chamanisme traditionnel, comme on peut l'entendre en Amérique du Sud, etc., ça fait très très longtemps qu'ils travaillent avec les esprits. Et même nous en Occident, hein, y a des gens, les druides, etc., travaillent les esprits. Et bien, petit à petit, cette science quantique nous montre que tout ceci n'était pas élucubration, mais qu'il y a bien quelque chose qui avait été expérimenté. Le problème, c'est voilà, le mental ne peut pas tout comprendre. Et la science est quand même basée sur le mental supérieur, bien entendu. Et qu'il faut laisser le temps à l'évolution, il faut laisser le temps au mental d'évoluer pour qu'il puisse étendre le champ de ses connaissances pour valider ce qui, peut-être 10 ans, 50 ans ou 100 ans avant, avait été perçu de façon empirique. Alors, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on arrive à, pour moi, une réconciliation, où les médecins classiques, les scientifiques, les chercheurs, les physiciens, les guérisseurs, les chamans, on va pouvoir tout réunifier dans une optique qui soit de ne plus se battre les uns contre les autres, mais qui soit le fait de partager nos connaissances, nos informations. La physique quantique, c'est une physique de la conscience, voyez. Et des gens, justement, il y a beaucoup de gens, comme Deepak Chopra ou d'autres, qui sont justement des gens qui font le pont et qui montrent qu'il faut arrêter d'opposer la science avec la spiritualité. Ce sont toutes des approches qui vont vers la même chose. Et la conclusion de tout ça, c'est de savoir qui nous sommes. Si je crois que je suis un être de matière avec un cerveau gauche seulement qui fonctionne, j'ai une vie limitée. Si je m'ouvre, je comprends mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental et je m'ouvre au spirituel, j'entre dans une vie de plus en plus joyeuse, agréable. Et c'est ça le but, c'est qu'on crée une humanité consciente, libérée de toutes les folies et de tous les dogmes du passé. Pour moi, la seule différence entre ceux qui ne travaillent pas sur eux et les autres, c'est que ceux qui ne travaillent pas sur eux, ils le vivent à l'extérieur, pas forcément dans des événements qu'ils auraient eu envie de confronter. Pour moi, c'est du bien-être en fait. Le travail énergétique, c'est pas chercher à tout prix l'évolution, elle a lieu. C'est chercher à la vivre vraiment dans la jouissance. Pas dans une souffrance où tu te confrontes à toutes tes peurs tous les matins, parce qu'on arrive dans une phase où les choses elles sortent de derrière le tapis, ça veut dire que ça peut être vécu très très douloureusement. Donc l'évolution, c'est pas elle a lieu, de toute façon. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Par contre, comment est-ce qu'on veut la vivre? Est-ce qu'on veut se prendre des baffes tous les matins ou... Non, c'est vrai. Pour moi, donc c'est une question de bien-être finalement. Je ne suis pas le seul à dire que depuis effectivement 21 décembre 2012, où il n'y a pas eu la fin du monde, hein, bien entendu, il y a quand même eu un passage au niveau vibratoire qui fait que l'être humain se met de plus en plus en recherche de son moi profond, de la compréhension de son existence. C'est pour ça qu'on voit émerger de plus en plus de thérapies qui sont rapides, parce qu'on n'a plus le temps à perdre à se tourner autour du nombril, mais on a urgence à aller vers le centre de soi-même, vers l'essentiel. Je dirais, d'une part pour la planète, mais la planète, elle n'a pas besoin de nous pour vivre. Si l'humanité est éteinte, la planète continuera toujours à vivre. Donc c'est pas pour la planète qu'il faut, c'est pour notre descendance qu'il faut faire ça. Je pense que c'est pas du tout un phénomène de mode. L'être humain a enclenché un processus, l'univers a enclenché un processus qui fait que l'être humain va de plus en plus aller vers cette recherche. Alors, il ne faut pas croire qu'il ne va pas y avoir de résistance à ça, hein. Il y a des résistances politiques, c'est-à-dire qu'on va diaboliser les thérapies alternatives, etc. Voilà, nous accuser de sectes, etc. Mais ce n'est pas grave. Ce mouvement qui a été lancé, on ne pourra pas l'arrêter. Moi, je le vois dans mes consultations tous les jours, les gens viennent me chercher des choses de plus en plus profondes. De plus en plus de personnes sont en demande de comprendre le sens de leur vie. Ils veulent trouver la mission de leur vie. C'est une demande que je n'avais pas il y a 15 ans avant. Beaucoup moins en tout cas. Il y a vraiment cette recherche de comprendre pourquoi on est sur Terre. La consommation, etc., c'est bien, c'est chouette, mais les gens ne sont pas remplis avec ça. On ne trouve pas notre bonheur avec ça. Donc il y a vraiment une recherche qui pour moi va s'accentuer. Et le thérapeute est aussi là pour répondre à ça, dans la mesure de ses moyens, de ses connaissances, bien entendu. Mais il est aussi là pour répondre à cette demande et permettre aux gens de se connecter plus profondément à eux. Et je crois que plus les gens s'écouteront, et bien plus on comprendra le sens de la maladie, le sens des épreuves, et on avancera plus facilement sur notre chemin de lumière. C'est comme ça que je me plais à le dire.
c'est vraiment un chemin de lumière qui nous attend. Et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus à tous ces phénomènes de NDE, je dirais pour dépasser cette peur de la mort aussi. C'est important de pouvoir dépasser toutes ces peurs qui nous limitent. Donc c'est toute cette recherche intérieure qui s'est mise en train. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de bouquins sur le bonheur, de plus en plus de congrès sur la santé, sur le bien-être. Donc oui, phénomène de mode, mais non, parce qu'il y a quand même, c'est motivé par un sens profond d'une recherche derrière. Ouais. On continuera la recherche simplement parce que on ne peut pas s'en empêcher. Nous obéissons à notre curiosité, nous explorons l'inconnu. Et dans 100 ou 1 million d'années peut-être, notre vision actuelle du cosmos nous paraîtra sans doute très incomplète, voire un peu désuète. L'existence de membranes géantes et de dimensions supplémentaires ouvrirait une nouvelle perspective surprenante. Notre univers pourrait bien se trouver sur une membrane, au sein d'un espace de dimension supérieure, bien plus étendu.